Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire de la FSPF. Au programme de cette semaine, le bilan du Tour de France de la Convention, les vœux du ministre de la Santé et le démarrage des travaux de la mission interministérielle sur la régulation du prix du médicament. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérien, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, le Tour de France de la Convention s'est achevé lundi soir. Que retenir de ces 13 étapes où tu es allé à la rencontre des confrères? D'abord qu'il va y en avoir une 14e, puisque je vais aller en Martinique. Il ne faut jamais oublier les DOM, et donc je n'oublie pas même nos confrères des DOM. Non. On a terminé donc dans notre amphithéâtre à Paris avec Thomas Fathomme, le directeur de l'assurance maladie, sous le regard de Gérard Raymond, qui est le président de France Asso Santé, donc l'association qui regroupe les patients, et pour faire à la fois un débrief, un bilan, mais aussi pour se projeter vers l'avenir. Alors, au niveau du bilan, je vous invite à aller voir tous les replays de toutes les étapes. Vous y apprendrez plein de choses sur l'évolution du métier. Nous avons également, bien sûr, le e-book dont j'ai parlé de multiples reprises de 18 pages, mais nous avons mis en ligne également maintenant la convention elle-même avec 180 pages, sous forme de e-book également, ce qui nous permettra de la tenir à jour. Ce document, en fait, c'est le contrat que passent les pharmaciens avec les pouvoirs publics. Donc, vous y trouverez là, c'est la Bible en fait. Donc, vous n'allez pas bien sûr en faire un livre de chevet, mais de temps en temps, vous pouvez vous y référer quand vous cherchez quelque chose ou quand vous avez un doute dans le litige ou quand vous avez envie de mettre une action. Vous avez là tout le matériel réglementaire nécessaire pour votre travail du quotidien. Sinon, au-delà de ça, ce qui est important, c'est donc de se projeter vers l'avenir. Donc, on a fait, bien sûr, on a parlé d'économie avec Thomas Fathomme, on a parlé de l'avenant. Donc, c'est le grand moment de l'année. Donc, maintenant, nous allons nous mettre, nous, à la Fédération, un ordre de marche pour préparer cette étape, puisque c'est au deuxième semestre de 2023 que nous allons négocier les honoraires sur plusieurs années, une projection pluriannuelle avec l'assurance maladie de l'évolution de nos honoraires afin d'avoir une visibilité économique. Je dois vous avouer que les deux négociations qui sont en cours avec les autres soignants, puisqu'en fait la négociation kiné a échoué, et donc ils n'auront pas de revalorisation donc, au moins pendant ces années à venir. Il faudra qu'ils reviennent à la planche de travail. Et quant aux médecins, ça ne se passe pas très bien, comme vous le voyez, puisque les propositions qu'ils ont faites, c'est-à-dire avoir un C à 50 euros, sont assez éloignées de la proposition de l'assurance maladie qui leur propose 26,50 euros. Et donc, forcément, ça ne se passe pas bien. Donc, nous, j'ai jeté les premières bases des pistes de travail que nous aurons dans cet avenant. Clairement, nous allons devoir faire des propositions et ce que nous souhaitons, nous, à la Fédération, c'est d'améliorer tout ce qui a trait à la délivrance du médicament, à notre cœur de métier, qui est la délivrance du médicament. Nous avons fait beaucoup dans la Convention de 2022 sur la santé publique. Il nous appartient de le déployer maintenant, de nous l'approprier, de le faire. J'en parle des vaccinations, des dépistages, tous ces actes nouveaux. De mon point de vue, ça ne sert à rien de multiplier les actes tant que tous les pharmaciens ne les sont pas appropriés, ne les font pas au quotidien. Donc, on cap vers la revalorisation de l'acte de dispensation du médicament. C'est ça notre principal axe dans la vie, donc amélioration de la qualité, des honoraires pour les nouveaux actes qui ont trait à la dispensation. On y reviendra bien sûr longuement, tant sur les renouvellements d'ordonnances qui nous seront désormais autorisés par la loi. Donc, c'est en fait le rôle patient chronique. Un honoraire pour les dispensations protocolisées, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on sorte de ces histoires d'exercices coordonnés pour les dispensations protocolisées et voir comment on fait pour les faire réellement quand les gens en ont besoin. La qualité avec les interventions du pharmacien sur l'ordonnance qui doivent être enfin rémunérées. Et enfin, un item sur les pharmacies, on va dire structurantes. On avait un mot qui était pas bon, qui était pharmacie essentielle.
mais toutes les pharmacies sont essentielles. Donc, appelons pharmacies structurantes les pharmacies qui sont seules dans leur territoire et qui laissent un trou dans la population quand elles ne sont plus là. Et donc ça, il faut qu'on arrive à faire en sorte qu'il y ait un modèle économique pour ces pharmacies, pour qu'elles puissent permettre un épanouissement professionnel du pharmacien en même temps que des moyens pour assumer les missions. Donc on a dit tout ça, le directeur a été à l'écoute. Il a dit qu'il était intéressé par tout ça. Il a également acté le fait qu'il prendrait en compte l'inflation. Mais les négociations qui viennent de se passer m'incitent à la plus grande prudence quant aux négociations avec l'assurance maladie. Elles seront donc complexes et on commence dès le mois de mars pour nous, pour la Fédé. On se met en ordre de bataille pour construire le projet et ce sera le grand moment de l'Assemblée générale du mois de mars que la construction de cette feuille de route. Voilà pour le Tour de France, Valérien. Alors lundi également, le ministre de la Santé, François Braun, a présenté ses vœux. Quels sont ses objectifs justement concernant notre profession pour 2023 ? Alors, oui, de façon traditionnelle, mais en fait c'est la première fois depuis 3 ans qu'un ministre de la Santé présentait ses vœux. Donc, nous étions avec tous les représentants des hôpitaux, des ARS, tous les représentants des médecins, des infirmiers, enfin tous les soignants, tout le bloc des professionnels de santé au ministère de la Santé pour cette cérémonie des vœux. Et le ministre a fait long. Il nous a tenu pendant presque 1h15 de discours et il a égrené 10 objectifs pour 2023, la plupart qui sont sur l'accès aux soins, notamment le premier, puisqu'il souhaite garantir à tous les Français l'accès à un médecin traitant. Mais il y a pas mal de choses sur la continuité des soins, sur la formation des soignants, et ça concerne les pharmaciens, il les a cités, et nous avons effectivement des besoins sur l'entrée dans les études, sur le DES, sur les préparateurs en pharmacie. Voilà. Il a parlé de créer un choc d'attractivité dans les territoires et d'assumer une nouvelle ambition pour la prévention. Et en ce qui nous concerne, il a de nouveau parlé de délégation, de partage de tâches et de compétences. Et ça, c'est tout le sujet qui sont actuellement en cours, à la fois dans la loi RIST et dans les travaux des conseils nationaux de la refondation. Alors, il va falloir vivre avec ces conseils nationaux de la refondation, puisque le ministre nous a annoncé que ces conseils nationaux allaient être pérennisés dans les territoires. Et donc, il y aura un dialogue permanent dans les territoires pour améliorer la santé à proximité, trouver des solutions, faire remonter les problèmes. Voilà. Donc, nous avons toute cette feuille de route. Donc, c'est évidemment passionnant de faire tout ça. Nous avons évidemment tous dit qu'il allait falloir des moyens et c'est toujours ce qui pêche, mais en tout cas, la volonté y est de part et d'autre, de part des soignants et donc du ministre. Ok. Alors, les travaux de la mission interministérielle sur la régulation du prix du médicament ont démarré hier. Qu'est-ce que tu attends de cette commission ? Alors, déjà, c'est un peu compliqué notre affaire parce qu'il y a 2 choses en parallèle. Et donc, il faut bien comprendre ça. Suite à toutes nos récriminations du mois de décembre, donc il y a eu un gros, on va dire, ramdam au gouvernement pour se dire qu'effectivement, il fallait qu'on règle cette histoire de pénurie de médicaments une fois pour toutes et qu'on aborde le sujet sur tout l'ensemble de ces aspects. Donc, il y a 6 experts du médicament qui sont en charge. C'est une chose, qui ont une mission pour s'occuper des problématiques liées au prix des médicaments. Que faut-il réformer? Que faut-il faire pour être compétitif, pour pouvoir avoir un niveau de prix? Et le ministre a clairement dit qu'il n'excluait pas d'augmenter potentiellement le prix des médicaments quand il s'apercevait qu'on ne pouvait plus les produire à ce tarif-là. Donc ça, c'est une chose.
Et effectivement, hier jeudi, nous avons été convoqués au ministère par les deux ministres, celui de l'Industrie et celui de la Santé, pour établir donc des groupes de travail et un COPIL pour lutter contre l'ensemble des pénuries de médicaments et établir une stratégie pour que ça ne se reproduise plus dans les années à venir. Cette stratégie, elle comprend des mesures de long terme, de moyen terme et de court terme, et notamment sur les mesures de long terme. Et avant le mois de juin, nous devrons définir ensemble, les industriels bien sûr seront beaucoup consultés, mais la NSM aussi, mais nous également, la liste des 170 comme aux États-Unis ou près de 300 comme certains en parlent, en tout cas des quelques centaines de médicaments d'intérêt thérapeutique majeur critiques avec l'ensemble des points qui risquent de poser problème et les solutions si jamais le point pose problème pour ce médicament. Ça va de qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus d'aluminium, qu'est-ce qui se passe quand le verre explose, qui fabrique les principes actifs, quelles sont les solutions de repli si une usine brûle, etc. Donc ça, c'est 300 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Faut-il relocaliser? Où sont les localisations pour qu'on puisse actionner les leviers pour qu'il n'y ait plus de rupture? Nous allons également, dans cette même veine, essayer de voir comment on peut améliorer l'information qui est très parcellaire. On n'arrive pas à savoir, par exemple, dans les pharmacies, quelles sont les pharmacies qui sont en rupture et celles qui ne le sont pas. Quel est l'état des stocks pharmacie par pharmacie pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et pouvoir donc éclairer la décision publique. Donc, en plus, donc, ça, c'est en plus de la mission sur les prix, hein, c'est deux choses différentes. Et nous allons également définir ce qu'on appelle un plan blanc, c'est-à-dire les mesures à prendre immédiatement quand une rupture arrive, parce que ça peut arriver qu'il y ait, malgré tout ce que nous mettrons en place, des choses qui arrivent. Donc, ce plan blanc médicaments, il comprendra donc, par exemple, la possibilité de fabriquer des médicaments pour nos préparatoires. Moi, j'ai demandé que le pharmacien soit autorisé à modifier la prescription pour donner un médicament de la même classe thérapeutique en cas de besoin. J'ai demandé qu'il y ait des stocks qui soient prévus pour les pharmacies de garde pour qu'elles puissent répondre à la demande quand elles sont les seules sur un territoire. Et donc, tout un tas de mesures qui vont arriver donc dans ce plan blanc d'urgence. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le dossier est pris au sérieux et que l'ensemble des sujets, que ce soit le prix, la production, les éléments d'urgence sont pris en compte. Bon, je peux vous dire également que nous travaillons avec la NSM sur donc le sujet du stock et nous avons eu une réunion hier midi avec eux. Ça va clairement mieux sur le sujet du paracétamol pédiatrique. Nous avons encore une réunion cet après-midi pour voir si nous allons pouvoir repasser à un double circuit de commande permettant à la fois le circuit grossiste et le circuit direct. On va voir ça. Sur l'amoxicilline, les pouvoirs publics ont réussi à dégoter 1 million de boîtes qui devraient arriver dans les 2 semaines qui viennent. Donc, on a encore un peu de patience sur ce sujet, sur l'amoxicilline. Le point qui monte là actuellement dans les ruptures, c'est la cortisone. Et j'espère que là aussi, nous allons arriver à trouver des solutions rapides sur ce sujet. Bon, voilà. Je crois que les coups de gueule, ça a du bon et que les coups de gueule qu'on a passés en décembre, ils ont été salutaires puisque, enfin, il se passe quelque chose. Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas faire la même chose pour les études parce que sinon, on va continuer à avoir 1000 étudiants de moins par an. Et donc, c'est quand même très dommage que ce pays ne fonctionne qu'au coup de gueule et qu'on ne puisse pas travailler raisonnablement en s'occupant des problèmes quand on voit bien qu'ils sont devant notre nez. Oui, un peu d'anticipation, tout simplement.
Je te propose maintenant de répondre à la question de Didier Huguet, coprésident du syndicat des pharmaciens d'Eure-et-Loir. Bonjour Philippe, je suis Didier Huguet, coprésident des pharmaciens d'Eure-et-Loir. Certaines mesures liées à la crise Covid ont pris fin au 31 janvier. Je souhaiterais savoir quelles sont les dispositions qui perdurent et jusqu'à quand. Merci. Alors Philippe, les mesures exceptionnelles, Elles ont pris fin. Voilà. Alors, elles ont pris fin. Il y a des mesures exceptionnelles qui ont pris fin, effectivement, mais ce sont les mesures qui étaient celles de la loi de l'état d'urgence, en résumé. Et donc, en gros, tout ce qui a lié, tout ce qui a trait au contact Covid et au système d'information obligatoire. Donc, il n'y a plus d'isolement obligatoire pour le Covid. Il n'y a plus de cas contact. C'est une notion qui n'existe plus. Il n'y a plus de tracing et il n'y a donc plus également l'ensemble des solutions que nous avions concernant ces cas contacts, par exemple le fait de faire des tags au cas contact. En revanche, donc ça c'est une chose, mais en revanche, il y a un arrêté qui est un arrêté pour situation particulière sanitaire qui est pris par le ministre de la Santé et qui, lui, perdure. Donc, les tests sont toujours remboursables pour les personnes vaccinées. Les masques sont toujours pris en charge pour les personnes en infection de longue durée. Et en gros, l'ensemble des dispositifs continue à fonctionner comme avant. On vous a envoyé une circulaire précisant l'ensemble de ces sujets et je vous invite à vous y reporter pour tout ça. À noter aussi que cet arrêté, il sera probablement modifié dans les jours à venir. Donc, on refera un update, une mise à jour de cette circulaire pour que vous ayez les idées. Mais a priori, il n'y a pas de grosses modifications à attendre dans les jours à venir concernant la prise en charge des masques, des tests, etc. Ça va continuer comme avant. À la question de savoir si ça va durer vraiment encore longtemps, je n'en sais rien. En réalité, je pense que c'est assez lié à ce que fera l'Organisation mondiale de la santé quand elle décrétera la fin de l'épidémie. Pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Et donc, ce ne sera pas avant l'été que ce sera supprimé et on verra si ça reprendra pour l'hiver prochain. Voilà ce qu'on sait aujourd'hui de cette gestion d'épidémie. Merci. Alors, on passe maintenant aux questions des internautes. Alors, des questions auxquelles tu as déjà finalement répondu. La pharmacie des Bressis posait justement la question. Un ou deux coups de gueule de Benoît Cadillon sur les ruptures et les tensions concernant les corticoïdes et antibiotiques, ainsi que Valérie qui suggère de délivrer à l'unité. Est-ce que tu veux redire quelques mots sur les pénuries? On en a déjà quand même bien parlé. La délivrance à l'unité sera potentiellement quelque chose que nous débattrons dans le plan blanc, effectivement. C'est des mesures qui peut-être se mettront en place d'application d'urgence. C'est à voir. Voilà. Ok. On a un autre coup de gueule sur le mail reçu ce matin de l'assurance maladie concernant l'écologie. Effectivement. Alors ça va me faire revenir sur le Tour de France, puisque à Toulouse, voilà. nous avons fait donc l'étape sur l'écologie et les enjeux écologiques dans la convention, avec un expert qui nous disait qu'il fallait se rendre compte que les jeunes générations sont en quête de sens dans ces enjeux écologiques et environnementaux et que les entreprises qui ne prennent pas en compte les enjeux écologiques ne pourront plus recruter dans les temps à venir. C'était assez. Alors moi, je le croyais
moi aussi à moitié. Mais quand on voyait l'amphithéâtre de Toulouse pour le Tour de France, on avait une partie haute de la salle qui était en gros les pharmaciens installés, titulaires, adjoints, et le bas de la salle qui était les jeunes, c'est-à-dire les étudiants. Et il y avait clairement un clivage sur l'importance de ce sujet entre les générations. Et donc, je vous alerte, chers confrères, sur le fait que toutes nos jeunes générations sont très impliquées dans les enjeux écologiques, beaucoup plus que nous, et c'est probablement une pierre dans notre jardin. L'assurance maladie, avant d'envoyer ce questionnaire, nous a consultés, et c'est en toute connaissance de cause que nous avons à la fois participé et corrigé cet envoi, parce que même si on a les pieds, même si c'est très compliqué aujourd'hui, même si on est débordé, si on est surchargé de travail, il ne faut jamais perdre des yeux l'avenir. Il ne faut jamais perdre des yeux quand même qu'il y a des choses de long terme, et les choses de long terme, ça se prépare. Donc voilà, je comprends le coup de gueule dans la situation actuelle, mais en fait, il n'y a jamais de bon moment pour parler de choses d'avenir. Donc voilà, ceux qui peuvent répondre à ce courrier, faites-le. Je vais moi-même m'y atteler. Voilà, il est largement temps de nous quitter. Merci Philippe. Merci également à Didier pour sa question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine, comme d'habitude, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, on vous souhaite donc une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bonne fin de journée et bon week-end. À bientôt.